D'abord, je vous remercie pour votre intérêt dans cette présentation. L'idée aujourd'hui, c'est naturellement de parler de prévision de crue, mais dans 20 minutes, je ne vais pas aborder les aspects techniques dans leur détail, naturellement. Je voulais focuser sur le volet de travail d'équipe. Je voulais mettre en évidence que la prévision des crues demande énormément de collaboration entre plusieurs équipes et demande la convergence de plein d'informations qui nécessitent également plein d'efforts et plein d'intervenants. Ce qui fait qu'il y a une certaine modestie, là. On peut peut-être arriver en bout de ligne puis faire une prévision, mais c'est quand même important, d'après moi, de voir là, ces dynamiques-là. Je vais présenter la chaîne de modélisation, puis je vais présenter ses forces et ses faiblesses par rapport à un genre d'état de l'art actuel, si vous voulez. Donc, c'est essentiellement ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. L'image précédente, c'était une jolie rivière qui nous encourageait à peut-être s'installer en berge, mais occasionnellement, les rivières débordent de leur lit principal, puis quitte le lit mineur pour le lit majeur. Ici, on est sur la rivière Chaudière l'année dernière, en 2011, 2019, au printemps. On est à Scott, puis on voit qu'une partie importante là, du village est inondée. Les riverains de Chaudière l'ont eu difficile là, en 2019 parce qu'il y a eu cette crue printanière-là qui était une des plus importantes depuis longtemps. Le secteur de Beauceville, lui, a été touché quelques jours avant par une crue liée à un embâcle. Fait que, donc ici, on est le 16 avril. Donc, quand l'embâcle a cédé et que l'eau a quitté, c'est la crue printanière. Donc, Beauceville a été comme inondé 2 fois en l'espace d'une semaine. Puis, comme ce n'était pas suffisant, à l'automne, il y a eu une autre inondation, heureusement de moins grande envergure, mais quand même, 3 inondations dans une seule année. L'objectif de la prévision, ça serait d'être capable de se positionner où est la limite, jusqu'où les eaux vont aller. Donc, dans un monde idéal, on aimerait prendre une ligne comme ça, puis dire, bon, ben, cette maison-là va être inondée, puis ceux qui sont en amont, comme ici, on voit bien la côte, là, ceux-là ne seront pas touchés. Donc, on est dans cette dynamique-là, puis ça serait ça, ultimement, qu'on aimerait pouvoir faire. Mais comme je vais montrer, pour se rendre là, ça demande beaucoup de travail, puis ça demande beaucoup de collaboration entre plein d'intervenants. Bon, seulement ici, je mets une ligne sur une image. En fait, ce serait plutôt un produit de ce genre-là qu'on aimerait avoir. C'est la même localisation, à peu près le même niveau d'eau, à la différence qu'ici, la zone en bleu provient d'une modélisation du niveau d'eau de la rivière en absence de glace, alors que le niveau que j'avais montré, là, la diapo précédente, c'était lié à un embâcle. Mais c'est à peu près le même niveau. Puis, mais si on a une modélisation du niveau d'eau, puis si on connaît l'information sur où sont les bâtiments sur le territoire, on peut identifier ensuite les bâtiments qui seraient inondés. Par exemple, ceux qui sont ici en rouge sont des bâtiments qui sont inondés. Puis si on possède davantage d'informations, la hauteur de la première ouverture, la hauteur du plancher du rez-de-chaussée, si on connaît le nombre d'habitants, etc., bien, il y a un paquet d'autres de diagnostics qui peuvent être tirés de ce genre d'informations-là, qui peut nous permettre de mieux gérer les inondations, puis même de faire des trucs, d'anticiper les possibilités. Pour se rendre jusque-là, bien, voici la chaîne de modélisation. On a besoin d'une succession d'outils qui démarrent par un modèle météorologique, la prévision du temps. Ce qui va nous intéresser à prime abord, ça va être l'information au niveau des précipitations, mais également des températures. Puis ça va nourrir un modèle hydrologique qui, lui, va faire la prévision du débit. L'information sur le débit pourra ensuite nourrir un modèle de rivière qui va donner une information de niveau d'eau, comme je viens de présenter à l'image précédente, qui peut être amené dans un outil diagnostique qui pourrait prévoir un certain nombre de conséquences, comme je viens d'évoquer.
excusez-moi, dans un premier temps, je veux justement décrire le flot d'informations puis les expertises tout le long de cette chaîne-là pour mettre en évidence justement la collaboration. Déjà, on voit qu'il y a plusieurs modèles et outils qui sont impliqués, mais ça ne se limite pas à avoir des modèles. Il faut avoir beaucoup d'informations. Donc, par exemple, pour la description du territoire, pour le modèle météorologique, je vais présenter pour chacun des modèles l'information requise au niveau du territoire puis au niveau de la climatologie. Pour le territoire, pour le modèle météo, on a besoin de la topographie, de l'occupation du territoire, de la pédologie, qui va décrire, si vous voulez, l'interface entre l'atmosphère puis la surface. Mais on a surtout besoin de beaucoup d'informations climatologiques. J'ai mis ici simplement 2 mots, atmosphère et surface, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Au niveau de l'atmosphère seulement, il faut avoir de l'information qui décrit l'atmosphère sur l'ensemble de la planète. Donc, sont mis à profit des stations terrestres, des avions, des bouées, des satellites, et j'en passe. Par exemple, au niveau du modèle canadien, l'information que j'ai, c'est que si on prend chaque unité d'information, un satellite pouvant en fournir plusieurs milliers, on parle là, pour le modèle canadien, de plusieurs dizaines de millions de points d'information chaque jour qui viennent nourrir le modèle météorologique. Donc, juste ça, c'est même un tour de force. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est un tour de force d'être capable de ramasser de l'information, de la faire circuler entre les pays, puis de la traiter, puis ensuite de l'amener dans le modèle météorologique en appui à la prévision. Lorsqu'on parle, naturellement, le modèle météo, il y a un intérêt plus général qui n'est pas uniquement les événements extrêmes. Donc, pour travailler au niveau des crues et des inondations, le modèle météo a aussi besoin de beaucoup d'informations. Pour décrire le territoire, là, on a besoin de topographie, du réseau de drainage, de topologie, pédologie, l'occupation du territoire. Juste au niveau des sols, il y a énormément d'informations manquantes encore. Donc, on travaille avec de l'information qui est malheureusement pas aussi détaillée qu'on le voudrait. Puis, beaucoup d'énergie, juste pour décrire les réseaux de drainage, c'est quand même une tâche importante. Puis, on a besoin de plans d'information climatologique. On a besoin d'historique au niveau de précipitation et température de l'air. Ça, c'est requis pour pouvoir repérer les modèles, les monter, les calibrer, les ajuster. On a besoin naturellement du débit pour pouvoir faire ça. Des modèles plus sophistiqués vont demander des informations supplémentaires, pas uniquement au niveau de la précipitation, de la température. Puis, toute l'information sur la neige au sol, c'est des choses qui sont également requises pour pouvoir faire le travail. Donc, plein d'équipes, là, si on regarde par exemple à l'échelle du Québec, il y a déjà plein d'équipes, tant fédérales que provinciales, qui opèrent des stations au sol, de précipitation, température, des suivis de la neige de manière manuelle. Il y a des instruments maintenant qui sont développés pour ça. Il y a des réseaux d'information. Je pense au réseau de mesure du débit du gouvernement du Québec, quelques centaines de points de mesure un peu partout qui permettent d'encadrer puis de soutenir la prévision hydrologique. Pour les modèles de rivière, là, c'est la bathymétrie qui est la clé. On a besoin de connaître précisément les fonds de la rivière. C'est une information qui est collectée presque manuellement, ce qui est quand même très coûteux et compliqué à faire. Il y a une partie d'information qui vient de vision aérienne par des lidars, mais la plupart du temps, ces lidars-là ne peuvent pas voir le fond de la rivière. Donc, on va aller chercher l'information quand le niveau est bas. Ça va nous informer sur toutes les berges. Ça, c'est très important, mais ça doit être complété par de l'information bathymétrique. Bon, on me dit qu'il y a des avancées aussi au niveau des lidars, là, puis potentiellement, l'information bathymétrique pourra être obtenue. Ça serait une grande avancée. Il faut aussi intégrer toutes les infrastructures, chaque bout de quai, pont, tout ce qui peut être un obstacle là, à la circulation de l'eau. Puis, on a besoin d'une climatologie également.
les débits. Donc, ça, c'est déjà acquis en général pour le support en modélisation hydrologique. Mais les niveaux d'eau, là, on aurait idéalement besoin d'avoir des niveaux d'eau un peu partout. Moi, je pense que même idéalement, devant chacun des villages le long d'une rivière, il devrait avoir une mesure des niveaux d'eau. Ce n'est pas le cas. Donc, on travaille généralement avec une information qui n'est pas très, très détaillée à ce niveau-là. Puis, tout le volet des glaces, l'hiver s'en vient, puis on sait que ça va affecter l'information, va affecter tout le comportement de la rivière. Puis, malgré qu'on vit depuis plusieurs générations au Québec, l'information là-dessus reste très parcellaire. Puis là, si on veut aller jusqu'à l'outil diagnostic, c'est l'information sur les bâtiments, sur les populations, sur les services, ou par exemple, où sont les hôpitaux, où sont les écoles. C'est l'information à ce moment-là plus qui est l'interaction, si vous voulez, entre l'eau et le milieu humain. Puis, ce que j'ai appelé dans la climatologie, la question de la récurrence. Donc, idéalement, il faudrait comprendre là, les probabilités associées à chacun des niveaux des événements. Puis, les fonctions de dommage, c'est des fonctions qui permettent de trouver une relation entre le niveau d'eau atteint puis des dommages éventuels sur les bâtiments. Ces fonctions-là doivent toutes être développées plutôt localement parce que chacune des régions du monde vont avoir une relation différente là, sur la valeur des maisons, comment elles sont construites, etc. Donc, c'est une information qui est délicate si on veut être capable de faire un diagnostic de ce niveau-là. Je dirais que c'est le volet d'outils diagnostiques qui est beaucoup plus récent, moins développé, puis nécessite là, encore une réflexion à savoir quels sont tous les outils, quelles sont toutes les informations qui seraient requises. Maintenant, l'état de l'art. Où est-ce qu'on en est? Vous allez voir qu'on n'est pas au même avancement pour chacun de ces 4 composantes-là. Au départ, les modèles météo, c'est ceux qui ont existé pas mal en premier puis qui ont été mis opérationnels en premier. Les modèles météo bénéficient de ce que j'appelle une amélioration continue. Si on s'inspire d'Environnement Canada, ils ont des équipes de chercheurs, ils ont des équipes opérationnelles, puis ils ont une troisième équipe qui se place entre les deux, qui développe, si vous voulez, la prochaine version du modèle opérationnel. C'est un système qui est rodé et qui fait que ces modèles-là sont constamment en amélioration. Puis, on peut pour l'instant espérer une prévision de l'ordre de 14 jours, même si on sait que la deuxième semaine est pas mal moins précise que la première. Ce qui est important, c'est la description de l'incertitude. Je parle ici d'incertitude dynamique. En fait, quand on parle de l'incertitude, c'est d'être capable de décrire c'est quoi notre confiance qu'on devrait avoir dans la prévision. Pour faire ça, les gens météo ont fait des avancées importantes, puis ils sont arrivés avec le concept de prévision d'ensemble, qui fait qu'au lieu de faire une seule prévision, par exemple, les précipitations dans le prochain 24 heures, ils vont en faire 20 ou 50 de ces prévisions-là. Puis, si on étudie ce qu'on appelle l'ensemble, ce groupe de prévisions-là, si les prévisions sont près une de l'autre, c'est qu'on a plus confiance. Si elles sont étalées, c'est qu'on aura moins confiance dans la prévision qui aurait été faite. Ça va au-delà de uniquement faire 20 prévisions. Il faut que ces 20 prévisions-là soient calibrées d'une manière à décrire l'incertitude moyenne de manière juste. C'est un travail qui est plus compliqué qui peut paraître au premier coup d'œil. Mais au niveau de la météorologie, c'est maîtrisé puis c'est implanté. C'est-à-dire qu'on peut disposer de produits de prévision d'ensemble depuis un bon moment, puis c'est bien maîtrisé. L'incertitude est plutôt bien décrite en général, puis c'est quelque chose qui devient maintenant assez routinier. Si on passe cette information-là au modèle hydrologique, là, on peut faire le même genre de diagnostic. Les modèles hydrologiques, je qualifie l'amélioration de discontinue dans le sens que ça se fait plutôt par coup. Déjà, les équipes qui font la modélisation hydrologique de manière opérationnelle
Puis au Canada, c'est plutôt chacune des provinces qui ont des équipes, ou voire plusieurs équipes à l'intérieur d'une même province. Ces équipes-là sont beaucoup plus petites que l'équipe d'Environnement Canada pour la prévision météo. Puis ce qui fait qu'ils vont supporter souvent un modèle pendant de nombreuses années, puis éventuellement, ils vont faire un saut, soit une amélioration majeure du modèle ou ils vont changer d'outil. Donc, c'est quelque chose qui est moins continu, moins dynamique qu'en météo. Et le problème n'est pas du tout au niveau de ces équipes-là. Le problème est dans le financement puis le mode de fonctionnement des équipes qui relèvent, là, en tout cas au Canada, comme je viens de dire, c'est morcelé. Il reste le défi des sites non jaugés. Si la modélisation hydrologique, si vous connaissez un peu ça, il faut être modeste. La modélisation hydrologique amène son lot de problèmes, mais on a encore beaucoup plus de difficultés quand on travaille sur des sites non jaugés, ce qui fait que ça reste un enjeu majeur. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point on réussira un jour à faire des prévisions aussi bonnes sur les sites non jaugés que sur les sites jaugés. Pour ce qui est de l'incertitude dynamique, les connaissances sont maîtrisées également. Les trois principales sources d'incertitude de la modélisation hydrologique sont identifiées. Et il y a des outils qui ont été développés pour pouvoir mettre en œuvre l'incertitude dynamique. Mais c'est encore peu ou partiellement implanté. La plupart des agences qui travaillent sur l'incertitude dynamique ne vont pas implanter toutes les sources d'incertitude pour des raisons logistiques, de capacité de calcul ou tout simplement de manque de temps pour pouvoir faire les choses. Il reste que c'est quelque chose qui est tout à fait accessible maintenant et qui est possible de faire. Pour les modèles de rivière, là, les modèles sont maîtrisés. Vous voulez faire un modèle 1D, 2D, 3D, des modèles hybrides. Ces outils sont maîtrisés. Il y a des incertitudes associées aussi à cette modélisation-là, mais par rapport à la modélisation hydrologique, puis par rapport à la modélisation météorologique, ce n'est pas du même ampleur, ce n'est pas de la même envergure. Le problème est ailleurs, et souvent au niveau de l'information. Donc, l'information bathymétrique, j'en ai parlé il y a quelques minutes, c'est assez lourd, ce qui fait qu'il y a des recherches qui se font pour une modélisation qu'on appelle large échelle, qu'on réussit à faire une modélisation de la rivière sans connaître la bathymétrie. Je pense notamment là, à des travaux qui sont en cours là, à Concordia, à l'Université du Québec à Rimouski, qui développent et cherchent à améliorer cette approche. Dans le contexte du projet InfoCru du gouvernement du Québec, c'est sûr que c'est intéressant parce que ça ne nécessite pas d'avoir des mesures de bathymétrie partout. L'enjeu des glaces et des embâcles reste toutefois présent. On n'a pas, à ma connaissance, d'outils de modélisation en temps réel qui permet de simuler des glaces et des embâcles. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus, entre autres à l'Université Laval. J'ai des collègues, Brian Morse, Tadros Gabriel, qui travaillent sur ces enjeux-là depuis longtemps. Il y en a d'autres au Canada, là, beaucoup dans l'Ouest, puis d'autres au Québec aussi. Ça reste un enjeu qui n'est pas simple, puis qui va demander encore pas mal de travail. Pour ce qui est de l'incertitude dynamique, ben là, c'est vraiment du niveau de la recherche. Avant de pouvoir vraiment maîtriser l'incertitude dynamique sur les niveaux d'eau, il faut avoir maîtrisé celle sur les débits, qui est une des sources principales d'incertitude. On a des travaux en cours là, dans mon équipe sur l'incertitude dynamique des modèles de rivière. Les résultats initiaux montrent qu'on dépend largement de l'incertitude hydrologique, beaucoup plus que l'incertitude du modèle. Mais il y a encore des travaux, des approfondissements à faire. Puis, ben, c'est plus récent. Puis, ben, comme je viens de dire, on a besoin de maîtriser les outils précédents. Donc, si on veut travailler sur l'incertitude dynamique du modèle de rivière, il faut avoir déjà en main des outils
d'incertitude dynamique hydrologique. Le volet outils diagnostiques, probablement, je n'appelle pas ça un modèle, j'appelle ça un outil parce que c'est plutôt un outil intégrateur d'informations qui vont intégrer l'information du modèle de rivière à l'information sur le territoire. C'est en développement, mais c'est en développement assez rapide. Il y a plusieurs équipes au Québec qui travaillent là-dessus, à l'INRS notamment. Il y a aussi Environnement Canada, Commission géologique du Canada. Nous, à l'Université Laval, on travaille aussi là-dessus. Puis, c'est un des endroits où je pense que on parle souvent d'une approche multidisciplinaire à la prévision. Je pense que c'est là que ce serait intéressant d'avoir toutes sortes de collaborations. Je pense notamment au RISC, là, qui est un environnement de recherche récent qui fait la promotion des approches multidisciplinaires. Puis, mais je pense que les travaux qui se font au RISC pourraient éventuellement venir approvisionner des outils diagnostiques, puis intégrer des indicateurs ou différents outils qui permettraient d'interpréter les conséquences des inondations. Pour ce qui est de l'incertitude, ben là, j'ai marqué méconnu. Je ne sais pas s'il y a des recherches en cours là-dessus, je n'en connais pas, mais peut-être qu'il y en a, mais je vais répéter, si on veut travailler sur l'incertitude dynamique, il va falloir maîtriser les autres éléments avant, ce qui fait qu'il faut avoir accès à la chaîne complète de modélisation dans un contexte de prévision d'ensemble jusqu'à celle des niveaux d'eau pour pouvoir ensuite commencer à travailler sur l'incertitude dynamique. Ça ne me semble pas du tout insurmontable, là. Je pense que c'est des choses qui sont tout à fait réalisables dans les prochaines années, voire dès maintenant. C'est ce que j'avais pour vous en une vingtaine de minutes. Je veux juste, en terminant, remercier les partenaires qui nous ont supportés au fil des années. Sécurité publique pour ce qui est des modélisations des rivières puis l'outil diagnostic. FloodNet, beaucoup pour les rivières, mais aussi pour l'hydrologie. Le COBEREC nous a accompagnés là, pour la chaudière. Puis des collaborateurs de très longue date, là, depuis 15 ans, le MELCC, puis Environnement Canada. J'arrêterai là. Merci beaucoup, François. C'est très, très apprécié. Bravo pour ton respect du temps aussi. C'est pas toujours facile. Surtout quand on parle devant personne, ce qui est moins motivant. Aujourd'hui, c'était une présentation très, très intéressante. Le prouve le nombre de personnes qui se sont connectées. Là, on a eu 120 personnes qui étaient connectées aujourd'hui. On passe donc maintenant à la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez soit les écrire à l'écrit, dans la boîte de clavardage ou simplement signifier, soit en levant votre main ou en l'écrivant dans le chat, que vous aimeriez poser votre question à l'oral. Moi, je vais activer votre micro, votre caméra. Il n'y a pas de problème avec ça. Sinon, si vous avez des questions aussi, tant qu'à faire à propos du risque ou de Centro, on est là pour répondre à vos questions. Danielé, je ne sais pas si tu avais une question pour François. Sinon, une première question du professeur Chebana à l'INRS. Je me demande comment placer les approches statistiques déterministes ou machine learning dans votre diagramme. C'est une question intéressante. Les approches statistiques sont très importantes pour ce qui est de la détermination des récurrences. Mais ça ne vient pas intervenir directement dans la chaîne de prévision en temps réel. Ici, je parlais de prévision. Quand on parle de planification, bien sûr, là, on parle par exemple des cartes d'inondation. Puis ça, ben, c'est un autre enjeu. Ceci, ensuite, bien, il n'y a rien qui empêche d'avoir des outils dits d'intelligence artificielle à l'intérieur de ces systèmes-là. Quand on parle, par exemple, là, de chacun des modèles a une panoplie d'outils qui l'aident à l'opération. Puis, dans ces outils-là, il pourrait avoir des travaux d'intelligence artificielle. Je pense notamment, là, je sais qu'à Sherbrooke, Marie-Amélie Boucher travaille
à utiliser des approches de réseaux de neurones pour faire de la simulation de données. Il y a rien qui empêche d'avoir des outils. Mais pour l'instant, la tendance lourde est de travailler avec des modèles qui sont plus près des comportements physiques de la météo, de l'hydrologie et des rivières. Parfait. Ensuite, on a une question de Peter Van Hallegem qui veut savoir quelle formation ou aptitude les étudiants doivent-ils avoir pour être capables de contribuer à ce travail d'équipe? Ouais, on peut jouer à toutes sortes de niveaux. L'un des défis, c'est que plus on va à droite dans la chaîne de modélisation, plus il faut qu'on comprenne tous les éléments qui sont avant, mais à des niveaux qui sont pas nécessairement du même détail. Donner un exemple, il faut comprendre la prévision météo. C'est à la base, là, puis il faut comprendre l'état du territoire, c'est à la base de ce qu'on fait. Mais ça ne nécessite pas d'être un expert en sciences d'atmosphère, puis de tout comprendre sur les détails de comment le modèle fonctionne, la chaîne de toutes les données que je vous ai parlé, etc. En général, les gens vont se spécialiser sur un de ces volets-là. Ce que je cherche à mettre en évidence aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de la collaboration de plein de gens à plein d'endroits. Puis, mais c'est souvent la responsabilité gouvernementale de mettre en œuvre ces outils opérationnels-là de manière ensuite à pouvoir intégrer le travail de tout un chacun à l'intérieur d'une chaîne qui est mis en place. C'est quand même beaucoup d'ouvrages de mettre ces chaînes-là. C'est que je pense qu'il y a une responsabilité gouvernementale d'intégrer le travail de chacun. Ensuite, en termes de spécialité, les gens en météorologie, souvent, c'est une spécialité en soi. Il y a des disciplines de sciences d'atmosphère. L'hydrologie, c'est souvent des gens qui sont une formation génie civil, génie des eaux. Modèle de rivière, mais là, encore génie civil, génie des eaux. Il y a des géographes qui travaillent aussi beaucoup à ce niveau-là. Les outils diagnostiques, mais là, tu as tous les gens qui travaillent aussi en télédétection, tous les gens qui travaillent en sciences humaines. C'est ça, l'étude diagnostique, c'est un milieu complètement ouvert qui pourrait faire la place à toutes sortes d'interventions. Parfait, merci. Prochaine question. Je m'intéresse aux enjeux et donc à l'outil diagnostic. Pouvez-vous me dire si vous avez déjà développé des modèles? Si oui, quelles en sont les caractéristiques? Ben, à ma connaissance, ce qui existe pour l'instant, puis il y a plusieurs intervenants, je les ai nommés, c'est des outils qui vont faire l'interface entre le niveau d'eau qui viendrait d'un modèle de rivière avec des infrastructures sur le terrain. Ensuite, bien, ces outils-là vont varier dépendamment de quel genre de diagnostic ils vont en faire. Ça va dépendre là, de l'intérêt. Puis, est-ce que c'est pour épauler des gens qui prennent des décisions sur le terrain? Est-ce que c'est pour faire des diagnostics financiers? Est-ce que c'est pour tester des scénarios, par exemple, d'infrastructures qui pourraient être construites? Là, les qualités vont changer. Souvent, ça va intégrer des informations sur les dommages, sur la population. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça puisse aller beaucoup plus loin, puis que ça puisse inclure des indicateurs sur les aspects socio-économiques, les aspects de la santé. Et en fait, je l'ai mentionné tantôt, beaucoup des thématiques du réseau risque peuvent venir vraiment se brancher sur le volet outils, alors que les 3 boîtes précédentes, c'est des boîtes plus techniques qui sont peut-être plus scientifiques. Puis à ce propos, il y a quelqu'un qui veut savoir si on peut utiliser ce mélange de modèles pour des ruisseaux qui ne seraient pas de la même taille que la rivière Chaudière. Oui, ça pourrait. Le problème, souvent, des ruisseaux, c'est que là, on n'a pas de mesure de débit, ce qui fait qu'à ce moment-là, on tombe dans un territoire qui est non jaugé. Le travail hydrologique va être plus ardu. Mais en principe, tout peut être fait. Ça se mesure un débit aussi. Je pense InfoCru, qui est en cours de développement au MELCC, un de ses principaux défis, c'est de passer une prévision du débit à une centaine de points à couvrir maintenant l'information du débit sur à peu près 25 000 km de rivière. Puis ça, ben, c'est un tour de force. Ce n'est pas du tout simple,
Puis, il y a on peut penser qu'il va y avoir beaucoup de travail pendant très longtemps pour essayer d'améliorer ces choses-là. Ce qui fait qu'après ça, bien, si on veut travailler sur un tout petit cours d'eau à quelque part, c'est possible, mais je ne sais pas si ce serait la priorité au niveau gouvernemental. Parfait. Quelqu'un, je pense, de France veut savoir quel logiciel de modélisation nous utilisons au Québec. Oh, c'est assez diversifié. Pour la modélisation hydrologique, présentement, ce qui est opérationnel, c'est au gouvernement du Québec. Ça repose sur un modèle qui s'appelle Hydrotel, qui a été développé il y a maintenant plusieurs années par l'INRS. Mais il n'y a rien qui empêche de travailler avec d'autres modèles. C'est généralement des modèles qui ont la capacité d'être... une des qualités qu'on va chercher, c'est d'être capable de faire une mise à jour des variables d'état de manière, ça a pour effet de beaucoup améliorer la performance. C'est qu'on veut des modèles complètement physiques qui n'ont pas cette capacité-là. Puis il y a le temps de calcul. Donc, on va aller vers des modèles, je dirais, de complexité intermédiaire, de simple à intermédiaire, peut-être pas les plus complexes en général pour l'hydrologie. Pour les rivières, il y en existe une panoplie. Populaire au Québec, il y a ECRAS qui reste un modèle populaire, mais l'équipe sur large échelle travaille plutôt avec LISFlood, puis qui est un modèle européen d'ailleurs. Mais il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Puis ces modèles-là, en principe, sont pas mal équivalents les uns les autres, vu que le domaine est très maîtrisé. Parfait. Dans le même ordre d'idée, quelqu'un demande quels sont les logiciels de modélisation de la bathymétrie. Pour la bathymétrie, ce n'est pas une modélisation, c'est qu'idéalement, il faut aller sur le terrain avec une chaloupe ou un bateau, puis avec un sodar quelconque pour être capable de trouver la hauteur du niveau d'eau. En fait, c'est un travail d'arpentage qui est généralement fait. Il faut que ça soit rattaché, puis c'est typiquement un travail qui est fait par des arpenteurs. Donc, c'est assez difficile, c'est coûteux, puis ça prend du temps. Puis, les rivières peuvent bouger, dans le sens que c'est possible qu'au fil des années, la bathymétrie ne représente plus tout à fait la réalité, donc elle doit être mise à jour. Puis, je pense que quelqu'un demande si la télédétection ne pourrait pas jouer un rôle important pour la modélisation? Elle le joue déjà pour tout ce qui est la définition des berges. Je mentionnais tantôt les lidars, c'est un système aéroporté. Puis souvent, ça va donner par mètre carré 4, 5, 8 points de niveau. Puis on va profiter que la rivière soit au plus bas pour faire le vol en avion. C'est que ça va informer sur toute la partie berge où là, il y aura l'inondation. C'est que ça, c'est facilement connu. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit, là. C'est quand même des investissements importants, mais c'est facilement connu. Ce qui est pas connu, c'est la partie où il reste encore de l'eau. Puis, on m'a parlé qu'il y a des lidars en développement là, qui pourraient peut-être pénétrer dans l'eau. Je comprendrais que ce n'est pas ma spécialité. Ensuite, la télédétection est super importante pour la modélisation météo. Beaucoup d'informations en appui à la météo vient de télédétection. En hydrologie, c'est utilisé, mais peut-être pas autant qu'on penserait. Il y a encore là, beaucoup de travail puis à intégrer la télédétection en hydrologie. Il y a Marc-André Bourgault à l'Université Laval qui se demande comment le Québec ou le Canada se comparent dans le niveau d'intégration des différents volets de la chaîne de modélisation par rapport à d'autres pays. Je vais commencer au Canada parce qu'on peut célébrer. Le Québec est vraiment en avance sur ce qui se passe ailleurs. Était déjà en avance quand la chaîne arrêtait au modèle hydrologique. Puis là, avec InfoCreux, où le modèle de rivière est intégré, ça, c'est à ma connaissance, là, c'est vraiment parmi les seuls à faire ça. Maintenant, à l'échelle mondiale, ça se fait ailleurs. Il y a des pays d'Europe qui font ça. Je n'ai pas la liste entière. On m'a souvent parlé de l'Angleterre, aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs possibilités. Je veux dire, c'est une question d'investissement. Ce n'est pas une question de connaissance. La modélisation de rivière, c'est quelque chose qui est maîtrisé. Donc là, c'est une question
d'investir. Puis dans toute cette chaîne-là, si on veut prévoir les inondations de manière correcte, la seule façon, c'est d'investir pour le mettre en place, la chaîne de modélisation. Puis moi, ben, je pense qu'on doit investir idéalement pour une chaîne qui aurait une description dynamique de l'incertitude, parce que ça, c'est important. Ça ne dit pas juste voici le niveau le plus probable qu'on s'attend de voir dans 5 jours, mais voici une plage de valeur. Puis ça vient renforcer l'information. Parfait. Toujours dans le domaine international, quelqu'un mentionne qu'en France, ils ont les outils Vigicru et Vigicru Flash. Je ne sais pas si tu les connais, qui sont des outils de vigilance et d'alerte de Météo France. Tantôt, tu as mentionné InfoCru ici au Québec, puis il se demandait si c'était la même chose. Malheureusement, je ne connais pas le détail de Vigicru. C'est que j'ai mes contacts en France, là, ça fait un petit moment que je n'ai pas eu de contact. Je ne peux pas répondre à la question, faire la comparaison. Je ne sais pas. Parfait. Bon, quelqu'un demande justement si la chaîne de modélisation va aboutir à la mise en place de systèmes d'alerte ou s'il faudrait développer d'autres modèles pour les alertes précoces. C'est tout à fait jouable de le faire et c'est ce qu'InfoCru travaille. InfoCru, là, ça a commencé il n'y a pas si longtemps avec une cible en 2023 et il y a 25 000 km de rivières là, à modéliser. Donc, c'est un travail là, de titan. Là. Je trouve mes collègues très courageux de s'attaquer à quelque chose d'aussi volumineux. Mais avec ça, en principe, on aurait la capacité de non seulement prévoir le débit, mais savoir à quel niveau ça va atteindre. Maintenant, si on veut faire des alertes par rapport aux gens, mais là, on a aussi besoin de savoir ils sont où les gens. Puis donc, sont où les maisons? Puis elles sont localisées comment? Puis c'est quoi leurs caractéristiques? Cette information-là n'est pas comptabilisée de manière systématique. D'ailleurs, il y a un projet en cours là, à des collègues à l'Université Laval pour essayer de déduire cette information-là d'images satellitaires et de faire une source d'information du même genre pour avoir au moins des ordres de grandeur de localisation, de positionnement des bâtiments, parce que ça reste la clé. Puis, ben, dans un contexte où on n'avait pas ces outils-là, l'information n'a pas été colligée. Et qu'il y a un gros retard. Je ne peux pas dire si on est plus en retard que les autres. Ce que je peux dire, c'est que cette information-là, on ne l'a pas. Même sur la chaudière, il y a de l'arpentage qui a été fait, mais c'est encore pas complet. Puis, alors que c'est une rivière, il y a des inondations beaucoup. Si on parle de tous les riverains du Québec, c'est beaucoup de maisons à aller visiter pour documenter l'information. Parfait. Peut-être dernière question en rafale parce que le temps va nous manquer. Quelqu'un demande la différence entre un modèle hydrologique et un modèle de rivière. Le modèle hydrologique, il modélise le bassin versant. Donc, lui, il va prendre les précipitations, les températures, puis il va modéliser la circulation de l'eau sur tout le territoire jusqu'à ce qu'il arrive à la rivière. Puis on voit ce qu'on appelle le débit, c'est un volume en fonction du temps. Ça ne nous informe pas sur le niveau, ça nous informe sur la quantité d'eau qui circule dans la rivière. Puis, le modèle hydrologique va donc tenir compte de l'état du territoire, est-ce qu'il y a de la neige, est-ce que le sol est déjà mouillé, etc. Donc, à chaque nouvel événement, ça vient s'ajouter à l'histoire, si vous voulez, de l'évolution de l'état du bassin. Le modèle de rivière, lui, comme son nom l'indique, se limite à la rivière, puis est utilisé pour convertir le débit en niveau d'eau. Puis là, ça va dépendre des caractéristiques, la forme de la bathymétrie, la pente de la rivière, sa largeur. Quand il y a des inondations, c'est quoi qu'il y a sur les flancs, la zone inondée, etc. Puis, c'est donc des modèles beaucoup plus spécialisés dans cette fonction-là, mais qui sont ultimement les plus importants si on veut être capable ensuite de faire des diagnostics. Parfait. Puis quelqu'un peut savoir si ce modèle peut être adapté à la prévision de l'érosion fluviale. Oui, ça pourrait. Ça pourrait, c'est-à-dire qu'on pourrait, dans les modèles de la rivière, il peut y avoir des composantes d'érosion qui sont inclus. Il y a des modèles qui sont spécialisés pour faire ça. Donc, il s'agirait de faire ça.
Est-ce qu'on veut faire ça en temps réel? Mais là, ce ne sera pas à moi à répondre à cette question-là. Est-ce qu'on voudrait pouvoir savoir là, dans les 3 prochains jours quelle sera l'érosion de chacune des rivières? Après ça, on peut se poser la question, mais techniquement, c'est jouable. Ceci dit, dans les modèles de rivière, si je vous disais que c'est très maîtrisé, les modèles de rivière, le volet érosion l'est pas mal moins. Parfait. Puis dans le même ordre d'idée, peut-être dernière question. Justement, vous dites que la modélisation de rivière est bien connue, mais plus tôt dans la présentation, vous sembliez dire qu'il était toujours problématique de tenir compte des glaces et des embars, qui est une composante importante pour les rivières au Québec. Quelle est votre stratégie? En fait, le problème des glaces et des embars, c'est curieux, mais c'était peu documenté au fil des années. Quand il y a un embarque, ça ne tente pas tout le monde d'aller marcher dessus. C'est plutôt dangereux. Si ça lâche, vous comprendrez que vous avez un problème. C'est qu'il y a des difficultés techniques, puis à faire le suivi. L'autre chose, j'ai des collègues beaucoup plus compétents que moi pour répondre à cette question-là, mais il y a un certain volet. L'embarque peut se produire des fois à différents endroits le long de la rivière, puis ça peut être un peu difficile à anticiper d'avance pourquoi elle bloquerait là et non pas un peu plus loin. C'est que souvent les approches qui sont proposées présentement, à ma compréhension, c'est des approches un peu statistiques où on regarde les probabilités qu'il se produise quelque chose à différents endroits. C'est vraiment du domaine de la recherche. Ça peut paraître surprenant. Il faut penser que ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes avec les glaces. Alors que toute l'hydrologie sans glace, elle est mondiale. C'est que les avancées qu'on fait au Québec, là, on n'est pas les seuls à tout inventer. C'est une collaboration mondiale, puis tout le monde s'influence, puis les travaux qu'on fait au Québec, mais ça donne des inspirations pour des gens, comme par exemple en France ou aux États-Unis et vice-versa. Le domaine des glaces, c'est un domaine qui est déjà plus restreint en territoire. Ça touche beaucoup aussi des territoires qui sont peu habités, ce qui fait que ça explique probablement une raison pourquoi ce n'est pas aussi développé.